Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Z52 et pas le Z52. Voilà. Donc c'est une vidéo qui ne sera pas un test, donc je te laisserai aller voir les tests qui pour l'instant ne sont pas vraiment très nombreux et on va voir ce que ce Z52 a d'intéressant, même si ça ressemble beaucoup à du plat resservi. En fait ça ressemble vraiment à un Z50, mais comme si Nikon avait compris ce qu'il fallait faire dessus pour en faire un bon appareil photo. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est bien. Et au départ j'étais là, bon, c'est pas forcément fou, mais quand on regarde la concurrence, c'est quand même un appareil photo, hein, faut l'avouer, au moins dans ce qui est vidéo et même dans tout ce qui va être OS photo et tout ça, qui en donne pas mal pour son argent par rapport à la concurrence, hein, que ce soit Canon ou Sony. On n'aura pas forcément des prestations équivalentes où il faudra enlever certaines choses pour avoir quelque chose d'intéressant. Après c'est pas parfait non plus, donc cette vidéo ce sera pour aller regarder les caractéristiques du Z50 et de pouvoir vous apporter des compléments par rapport aux vidéos que vous aurez vues sur les tests, là où ils peuvent pas forcément rester un long moment sur les caractéristiques techniques. Donc c'est ce que je vais faire avec toi et j'espère que ça t'intéressera. Donc on va passer direct sur le site de Nikon et je vais me mettre ici. Et donc on voit le prix et c'est ça qui est vraiment très intéressant, hein, parce que certes on n'a pas des performances d'un Z8, on aura d'entrée de jeu le même capteur qu'on avait sur le D500, voilà, qui a été bon, certes modernisé, maintenant on a un super autofocus dessus, mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui est pas parfait non plus, mais pour ce prix là, vous en aurez honnêtement pour votre argent et c'est ça qu'il faut dire. Le boîtier il a quand même un petit peu changé, à savoir qu'il est plus épais, donc en fait l'œilleton derrière, je sais pas si on peut voir des images ici. Hop, normalement, donc voilà, le viseur, donc voilà, c'est ça qui va être intéressant, il a quand même un viseur par rapport à certaines caractéristiques qu'on verra juste après. Par contre, ça reste le 2,37 millions de points et il n'est pas très grand parce qu'il a un flash pop-up, une chose qui peut être intéressant pour certains d'entre vous. Donc la face avant, donc ce qui va avoir aussi intéressant, c'est que son grip est assez substantiel. Hop, alors est-ce qu'on voit des trucs? On a toujours la molette ici, et à savoir que on va avoir quand même un switch vidéo à un endroit, donc c'est quand même quelque chose de pas mal. J'ai mon R5 Mark II qui est devant mon retour, donc je peux pas regarder ici. Donc on a quand même, alors à cet endroit là, si je regarde bien, voilà, un petit switch photo vidéo, ce qui est déjà super pour ce prix là. Hop, et comment est-ce qu'on a l'image de côté? Voilà, et on va voir que le viseur il est plus affleurant alors qu'avant il dépasse un peu. Pour regarder dans un viseur, c'est quand même mieux de l'avoir qui dépasse, mais il y en a certains qui ont dit oui, c'était pour la complicité. C'est surtout parce qu'il est beaucoup plus épais que celui d'avant, il est pratiquement un tiers de fois plus épais, donc en fait ça vient jusqu'au viseur. Le viseur n'a pas vraiment changé, c'est juste en fait là le corps qui est plus épais pour accommoder les améliorations que va avoir ce Z50 version 2. Et on a aussi un écran sur rotule qui va être orientable vers vous et pas vers le bas, ce qui est toujours un avantage, hein, que n'avait pas le premier Z50. Est-ce qu'on va voir donc l'autre côté? Comme vous le voyez, il n'y a pas de port de carte, donc enfin pas de port de carte visible, donc ce sera en dessous avec la batterie. Donc on est sur un port de carte, ce qu'on verra faire tout à l'heure. Et puis voilà, on a quand même une ergonomie similaire à beaucoup de Nikon, même s'il y a des choses qui vont être un petit peu oubliées. On a le FN1, FN2 que je trouve vraiment très intéressant et dont les autres devraient s'inspirer, hein, notamment Sony, même s'il y en a un techniquement sur le A9 III. Et puis voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis deux fois la même image. Alors est-ce qu'on peut regarder juste un petit peu derrière pour vérifier, parce que c'était juste ce que je voulais pas voir. Voilà, donc on a quand même un nombre de boutons quand même assez substantiel, et on a certes pas le joystick, mais comme d'habitude chez Nikon, en fait le pad va vous servir à sélectionner votre collimateur autofocus, donc c'est pas mal de ce côté là, mais on est toujours sur un système où on a que deux molettes me semble-t-il, voilà, deux molettes, ce qui est pas idéal. Maintenant on est sur 3 chez Canon, 3 chez Panasonic, 3 chez Sony, ils ont un peu tout compris, et le meilleur étant chez Panasonic et Sony, parce qu'on a aussi un pad sur sa roue de commande, ce que n'a pas Canon. Donc voilà, l'autofocus du 24 mm de 8 qui fait un petit peu des siennes, puisque c'était
très vieille optique. Et donc voilà, on a bien le capteur 20,9 millions de pixels, la vidéo en 4K, en format DX normal, donc crop 1.5 chez Nikon. Hein. À savoir que si vous prenez une caméra cinéma, c'est pas forcément la même chose. Donc là, il faut bien préciser 1.5, ce qui sera 1.6 par exemple sur un R5 Mark II. Viseur électronique lumineux, parce que certes, on est sur le vieux viseur, mais on aura 1000 candela ou 1000 candela par mètre carré, donc c'est vraiment déjà beaucoup plus confortable à regarder. Donc même un petit viseur pas forcément très intéressant, sa luminosité vous redonnera un intérêt quand même à la viseur par rapport à la concurrence qui va pas avoir ça. Hop, on va vite fait aller là-dessus. Donc on a les Creative Picture Control, donc ça marche un petit peu de manière différente que Panasonic, mais c'est le même but, c'est vous donner un contrôle sur plein de filtres directement applicables sur vos JPEG que vous pouvez créer, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez donner à des gens. Par contre, ça se passera sur votre ordinateur. Il faudra un logiciel et après vous pourrez les intégrer dans votre appareil, ce qui n'est pas la même chose sur Panasonic où vous aurez juste une application à avoir. Et ça marchera suivant votre utilisation de manière plus ou moins facile. Hop, donc voilà, avec le Nikon Imaging Cloud. Hop. Affichage lumineux et clair, donc on a bien le moniteur orientable, voilà. Donc un classique, hein, Nikon ne réinvente rien, mais c'est quand même pas mal sur le Z6 III et celui-ci avoir ça, à part pour ceux qui préfèrent faire juste de la photo et avoir un écran qui s'oriente vers vous. Là ce sera pas l'appareil photo idéal au final. Hop, un contenu vidéo incroyable, on va voir ça dans les caractéristiques juste après. Hop, les meilleures séquences de vlogging. Alors le vlogging, j'émettrai quand même des petits problèmes là-dessus parce qu'on est quand même sur le même capteur non stabilisé, hein. On prend la même recette et on améliore les choses. On a prise micro et casque externe, par contre on reste sur du petit HDMI et on aura de l'USB-C puisque c'est la norme aujourd'hui, donc voilà, un petit peu déçu, enfin dommage de ce côté-là, mais voilà, le boîtier est petit, il faut accommoder ça au final. Donc on a le flash intégré, comme je vous avais dit tout à l'heure, donc qui se présente comme ça. Voilà, et c'est pour ça que le viseur ne peut pas être énorme non plus, quoi. Et vous l'activez ici. Et on a une lampe Tally, ou une lampe qui vous permettra de voir quand vous filmez. Et puis voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à regarder? Donc voilà, il y a le petit marketing de base habituel, avec une petite télécommande qu'on peut acheter séparément, avec un accessoire Small Rig qui pourra intégrer la télécommande. Hop. Donc il y aura un sac à dos Nikon, si vous êtes fan de ces trucs-là. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et là, on aura les caractéristiques techniques, donc on va faire voir plus. Donc ça a bien évidemment un appareil photo objectif interchangeable de monture Z en DX, donc 1.5 comme je vous l'ai dit, donc ça fait ce format là, donc c'est en gros, on coupe un plein format en deux, de 21,51 millions de pixels, et avec l'interpolation et tout ça, on se retrouve au final à avoir ces 20 millions de pixels effectifs, 20,99 semble-t-il, système anti-poussière, voilà, un habituel sur ce type d'appareil photo. Du coup, on a tous les types de tailles qui sont ici. Alors, je n'ai pas de Nikon avec moi en ce moment, donc je ne peux pas vous dire si, contrairement à Canon qui a une affectation, en théorie, vous aurez la taille qui s'affecte sur votre JPEG, et si c'est bien fait, votre RAW nef le mettra en recadrage dans Lightroom, mais vous aurez quand même votre image entière si vous voulez. Donc on a le 1.1 et on a du 16 neuvième. Donc on est un petit peu limité dans ce qu'on peut faire par rapport à d'autres marques, mais ça reste quand même pas mal. Donc on a les nefs, me semble-t-il, habituels, pardon. On a sans perte ou efficience haute et efficience standard. Donc efficience élevée, c'est le star, me semble-t-il. On a JPEG, on a le EIF aussi. Et puis voilà, donc avec plusieurs compressions et bien évidemment les deux qui seront disponibles, à savoir que le EIF c'est plus un fichier adapté à l'HDR qui est fait à partir d'un fichier H265 vidéo, et JPEG c'est de l'affichage SDR écran, donc de l'H264 8 bits, donc une possibilité de retouche un petit peu plus élevée sur le EIF, même si il a été un peu boudé par tout le monde. Donc il y aura peut-être le JPEG XL qui va remplacer ça, on verra ce que ça donne, puisque en théorie ça peut prendre le RAW en même temps dans un espèce d'encapsuleur spécial JPEG.
Et puis voilà, donc on a tous les picture control de base, donc je vais vous laisser un petit peu regarder ça, mais il y en a quand même déjà pas mal, et vous pouvez en ajouter via ce qu'on a vu tout à l'heure. Support d'enregistrement, hop, donc on a UHS-2, donc on a une carte mémoire SD en format UHS-2, donc ça accepte toutes ces cartes-là, même si les SDHC, je vous les conseille pas. Toutes les cartes qui vont être de 32 Go, c'est pas forcément le truc le mieux, puisque c'est du FAT32, alors que les autres seront en exFAT, et qui sera beaucoup mieux et beaucoup plus moderne, surtout si vous enregistrez de la vidéo en FAT32, les fichiers ne peuvent pas faire plus de 4 Go. Hop, donc ce qu'on a ici, donc on a un viseur OLED de, voilà, comme je vous l'avais dit, 2,36, pas 37. Hop, donc luminosité sur 13 niveaux. Donc bien évidemment, comme on est sur un hybride, on a 100% de couverture de l'image en 1,02, ce qui est plutôt pas mal pour en plus de l'APS-C. Donc alors c'est ça la grosse question, est-ce que c'est 1.02 APS-C? Parce que si c'est 1.02 APS-C, c'est un peu triché, parce que ça veut dire que c'est genre 0.60 ou 0.50 et quelques en plein format. Donc ça je pourrais pas vous le dire, puisqu'il n'y a pas d'étoile à côté. Dégagement oculaire de 19,5, c'est pas énorme, surtout que le viseur il est plaqué contre l'appareil. Un réglage d'optique habituel, donc je vous conseille quand même de vérifier qu'il soit au bon endroit. Normalement chez Nikon c'est toujours bon. Objectif Z, on peut utiliser la monture F qui limite quand même aux AFS-G supérieurs si vous voulez avoir l'autofocus dessus. Hop, donc on a un obturateur mécanique bien évidemment dessus, puisque c'est un vieux capteur qui peut être sujet au rolling shutter, alors c'est pas le pire, mais voilà, donc on a un obturateur qui va jusqu'à 1/4 millième, ok. Je reviens. Hop, vue par vue, vitesse continue basse, donc on a jusqu'à 30 images par seconde. Alors est-ce que, donc vitesse continue de base, donc 11, donc 11 c'est en mécanique. Tac, c'est bon, le silencieux, ouais. Prise haute vitesse plus. Mesurer lors des tests internes, donc c'est avec une, c'est quoi le mode étoile? Ah, ok d'accord. Par contre, ils disent pas si c'est en RAW ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas dit. Ça, c'est un petit peu dommage, par contre. Alors, non, voilà. Continue haute vitesse. Est-ce que c'est ça? Avec des réglages d'image de l'autre. Ok. Le truc veut pas rester, hein. Hop, retardateur, on a 2, 5, 10, 20, 9, je vais un petit peu passer par ici, parce que en fait, au final, c'est normal. Donc mesure matricielle, une des meilleures mesures qui existent, que je trouve des fois un peu meilleure qu'en photo, ça s'améliorait chez Canon, mais c'est quand même les meilleurs de ce côté-là. C'est ce que je pense. Après, vous pouvez avoir votre propre avis. Donc moins 4 à 17, ok, normal. C'est que toujours du blablabla, le capteur ira de 100 à 51 200 ISO avec des jusqu'à réglables à 204 800. Bon, c'est pas non plus le meilleur capteur pour faire ça, mais on peut quand même se dire qu'avec le processeur Xpeed 7, il y a des choses qui se sont améliorées de ce côté-là. On a le D-Lightning qui pourra vous permettre d'avoir un peu plus de dynamique au moins sur vos JPEG. Et puis voilà, sauf que ça augmente votre ISO de base, donc ça marche un petit peu comme le log au final. Superposition HDR, AF hybride, donc qui sera vraiment, c'est ça la grosse amélioration qu'on aura par rapport au Z50, c'est vraiment, on aura l'AF du Z6 III et du Z8 et du Z9. Donc le potentiel est bien plus élevé au final pour faire par exemple de l'animalier ou des choses dans le genre. Surtout pour 1000 €, c'est vraiment pas mal. Donc avec un AF de 209 points. Alors après maintenant, les points à compter, c'est pas vraiment très intéressant. Si on a une bonne détection des sujets, il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Et après, le tracking 3D est vraiment très très bon chez Nikon. C'est encore un peu meilleur que ce que fait Canon de ce côté-là. Et le meilleur reste Sony. AF zone réduite, là, donc je vais vous laisser regarder ça. Mémorisation du point. Flash ouverture en 3 secondes. Donc, il y a plein de choses à regarder qui sont pas forcément, enfin qui sont intéressantes, mais pas forcément les plus représentatives de ce que peut faire l'appareil photo, puisque c'est des trucs habituels. Donc j'essaie de trouver les choses les plus intéressantes.
Donc ouais, du flash, que flash. Ah, donc ça dit ce que ça peut utiliser. Hop, balance. Donc température de couleur et balance des blancs, c'est les mêmes que d'habitude. Il n'y a pas de raison que ça change avec le réglage en Kelvin possible ici. Hop, contrôle 1. Et là, on va arriver aux choses intéressantes, c'est-à-dire la chose qui va surtout le différencier. Bon, il y avait déjà l'autofocus, mais en termes de possibilités en vidéo, c'est là où ça va vraiment changer les choses. Donc, on a du matriciel en vidéo, de pondéré, donc toujours matriciel. Moi, je trouve que c'est intéressant en vidéo, ou comme on a la waveform sur le Z50, passer en manuel tranquillement lorsqu'on est derrière l'appareil photo. Quand on est devant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on aura, comme c'est un capteur 20 millions de pixels, c'est normalement un capteur 5K, donc il peut faire au final de la 4K Ultra HD, donc c'est-à-dire la 4K en 16 neuvième. C'est dommage que Nikon ne propose pas, mais c'est le cas sur le Z9, le Z8, de la 4K cinéma, à savoir avoir un petit peu plus, donc 4096, et pouvoir en plus regrouper dedans pour faire le 16 neuvième. Mais on aura tout ça, donc on peut aller jusqu'à 60 images par seconde. Alors, il y a un crop quand même, c'est ça qu'il faut dire, en 60 images par seconde et 50 aussi, donc on aura encore un additionnel 1,5 de crop par-dessus, donc ça donnera un tout petit, plus du Super 16 au final que du 35 mm APS-C, et on a du 120p et du 100 en 1920 par 1080, et le ralenti, alors j'ai jamais compris pourquoi il faisait ça. On a du ralenti, mais c'est vraiment des réglages qui sont assez limités, on n'a pas accès en 4K, c'est un petit peu dommage de ce côté-là, et l'interface est un petit peu étrange sur le Z8. J'avais mis un petit peu un moment avant de réussir à faire marcher ça. Donc on a les cadences de prise de vue réelle, donc ça veut dire que tout ça vous pouvez le faire en réel, donc c'est vraiment très bien pour faire du speed ramping notamment, c'est-à-dire partir de sa timeline par exemple en 25 images par seconde et pouvoir ralentir son 50 x 2 ou 120 images par seconde ou 100 images par seconde en x4, et le 120, si vous faites ça en 25, ça donnera un espèce de multiplicateur un petit peu plus hybride, pas de 5 mais pas loin, parce que 5 ce serait sur du 24 images par seconde. Format, on a du MOV et du MP4, donc je sais pas, c'est peut-être dit après, voilà. Donc quand on est en MOV, on a accès au PCM linéaire, 48 kHz 24 bits. C'est important de le savoir parce que c'est une différenciation que vous ne connaissez peut-être pas, parce que de base, le MOV acceptait avant plus de compression audio différentes, alors que maintenant tout peut être fait par du MP4, sauf que Nikon a décidé d'être classique, et donc le MOV sert à faire du 24 bits. Donc si vous voulez la meilleure qualité audio, il faudra faire du MOV au lieu du MP4, qui va être de la AC, qui sera déjà un format audio compressé, et encore plus compressé en 16 bits. Et puis voilà, donc on a le micro intégré ou externe. Voilà, on a pareil de la correction d'exposition de -3 à +3. Hop, section manuelle, donc on pourra aller jusqu'à 25600 ISO. Est-ce qu'on peut l'étendre? Apparemment non. On a le D-Lightning qui est disponible en vidéo, ce qui peut être assez intéressant si vous voulez pas du tout les retoucher et que vous trouvez vos couleurs directement et votre exposition directement intéressante à la sortie du boîtier, ça peut être bien. Malgré tout, ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est quand même des fois compliqué via juste votre écran de boîtier de mesurer de voir correctement l'exposition, à part si vous utilisez la waveform. Hop, et ce qui va être un truc intéressant par rapport à l'ancien Z50 et par rapport au Z6 II, au Z7 II, ça va être que maintenant on a le N-Log, donc on peut avoir accès à la courbe logarithmique, qui certes n'est pas la meilleure du monde, puisque elle marche dans le BT 2020, donc en gros l'espace colorimétrique de l'HDR, qui est un peu supérieur au Rec 709, mais pas autant que d'autres logs. Mais voilà, c'est pas du redcode quoi, enfin c'est pas de l'espace colorimétrique RED. Mais voilà, c'est quand même déjà ça, et vous pourrez un petit peu jouer avec des fichiers 10 bits, c'est quand même assez intéressant, ce qu'on n'avait pas du tout sur le premier Z50, et comme je vous l'ai dit sur d'autres boîtiers, avant que les Z8 et Z9 arrivent. Donc là c'est une grosse évolution, et voilà, le Z52, il sera bien par rapport à votre Z6 III ou à votre Z8 ou Z9, ce qui n'était pas le cas avant, puisque vous ne pouvez pas forcément faire les formats les plus qualitatifs, donc c'est assez cool.
Donc on est sur 3,2 pouces, qui est plutôt pas mal hein, pour un boîtier de cette taille-là, parce qu'on est plus sur du 3 pouces par exemple chez Sony. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est déjà quand même plutôt pas mal, avec un écran qui est quand même assez limite en définition, hein, 1 million 40 000 points. C'est pas fou, hein. C'est pas des pixels d'ailleurs, c'est toujours des points, comme dans le viseur. C'est pour ça que quand on vous dit qu'on a un nombre de pixels, c'est pas un nombre de pixels parce que ça ne donne pas la bonne résolution. Il faut 3 en gros points pour créer une information sur votre écran. Donc là, c'est pas possible. C'est pour ça que la résolution paraît si faible sur nos écrans, alors qu'au final, elle devrait être assez élevée. Et puis voilà. Donc on a tous les types de visualisation qui sont montrés ici. Donc on a l'USB donc C, comme je vous l'ai dit, puisque c'est une norme européenne. On est obligé d'avoir ça. Hop, et donc c'est bien puisque ça oblige les fabricants à faire le même chargeur. Par contre, du coup maintenant la plupart n'ont plus de chargeur intégré, enfin de chargeur de chargeur mural. À part, je sais pas comment ils font pour les gammes un petit peu supérieures, je sais pas si ça va changer et que toutes les gammes maintenant uniformément vont plus avoir de chargeur, mais il y a des boîtiers qui sont obligés d'avoir des chargeurs spécialisés. Ce que vous avez par exemple lorsque vous avez un R1, vous êtes obligé d'avoir un chargeur spécial pour ces batteries là, ou les caméras bien évidemment cinéma, hein, où vous êtes obligé de pouvoir charger sur le terrain sans avoir à brancher sur votre caméra qui peut même peut-être pas forcément utiliser du USB-C pour recharger. Voilà, donc il faudra vous faire au fait que vous n'aurez plus beaucoup de chargeurs dans vos boîtes d'appareils photo. Donc on a de l'audio en 3.5, donc du basique, hein, et puis voilà. Donc je pense que le Tascam XLR 2D version N est compatible, mais il faudra quand même passer par là, comment dire ça, le stéréo 3.5, mais ça vous rajoutera de XLR. Donc voilà le Wi-Fi, voilà, ici. Plein de Wi-Fi, du Bluetooth. L'accumulateur, c'est un nouvel accumulateur qui devrait être meilleur que le NEL25. Alors chez Nikon, à part les absolument premières batteries, en général, tout a été compatible. Mais là, comme c'est que la deuxième version de la EN-EL25, eh ben, elles sont toutes les deux compatibles. Et c'est plutôt pas mal. Adaptateur secteur, donc voilà, donc on va avoir le chargeur apparemment. C'est un adaptateur ou c'est juste un... Est-ce que c'est un truc pour le mettre directement sur le mur et le charger, ou c'est juste oui, ou c'est un chargeur de batterie? C'est pas indiqué. Par contre on a un câble USB-C habituel. Alors moi je vous dirais de faire attention parce que le mien du CE25 a tout simplement cassé. Genre je l'ai branché une fois, il marchait. Alors que c'est le seul câble USB-C qui m'a fait ça de toute ma vie. Donc on a du filetage bien évidemment Kodak. Et ils mettent même la norme ISO dessus, donc 1222 ISO. C'est une norme, hein. C'est pas une sensibilité. Hop, et donc le boîtier est très petit et il est surtout très très léger. C'est ça qui va être intéressant. Quand on a un Z8 qui fait le kilo passé, ça pour vlogger c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, le problème c'est qu'il va falloir avoir des bonnes optiques stabilisées parce que eh ben, on n'a pas de stabilisation sur le capteur. Donc tout ce qui n'est pas stabilisé, ce sera un petit peu problématique. Et il y a la stabilisation électronique, mais comme le disait Jordan de Petapixel, le problème c'est que si vous voulez des images vraiment faites avec la règle des 180 degrés, eh ben, ça vous donnera des espèces de flou un petit peu bizarres, alors que ça marche beaucoup mieux, comme toutes les stabilisations électroniques, avec une fréquence d'image beaucoup plus élevée. Donc c'est un obturateur beaucoup plus élevé, on va dire ça comme ça. Et donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc si vous voulez améliorer, il ne faut pas mettre de filtre ND devant, et il faut juste mettre votre obturateur à une vitesse où on verra les saccades dans vos poumons, mais au moins la stabilisation réagira un petit peu mieux. Donc on a des choses habituelles, donc bouchon de boîtier, oui bien évidemment, la batterie. Remarque on dit ça, mais sur la Pixie il n'y a pas de batterie, c'est pas le même type de média, mais bon. La courroie, le câble USB-C. Sauf indication contraire, les mesures sont effectuées conforme aux directives SIPA. Donc ça veut tout et rien dire au final, hein, puisque ça ne veut absolument
pas dire ce que ça fera en vrai, parce que s'ils passent, les gens ils prennent des photos à intervalles réguliers, et donc on sait comment une batterie marche, alors que on ne fait jamais des photos à intervalles réguliers. Moi je m'arrête souvent, j'éteins jamais mes appareils photo, et puis voilà, au moment il y a quand même la batterie qui part, l'appareil se met en veille, ça protège la batterie. Vous refaites une rafale après, bon, voilà, c'est genre, c'est bien pour se figurer à peu près par rapport à un nombre exhaustif d'appareils photo, comment marche le vôtre. Mais bon, après, quelle valeur ça a lorsque vous shootez au final? Donc là, on a le kit avec l'optique qui est stabilisée, donc ça peut être intéressant. De ce que j'ai vu, c'est pas forcément non plus la panacée, ça marche très très bien sur des téléobjectifs. C'est ça qui est impressionnant chez Nikon. Mais voilà. Et ça va être à peu près tout. Voilà. Donc le Z50, hein, c'est quand même un bon appareil photo et ça révolutionne rien au final. Mais c'est pas ça qu'on lui demande, hein, au final, c'est genre juste d'être ce qui doit être un bon appareil photo dans lequel investir à moins de 1000 € parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix à ce niveau-là. Et je pense qu'au final, si vous êtes fan de Nikon ou si vous êtes intéressé par la marque en général sans avoir été chez eux au moins une fois, ça peut être un bon appareil photo. Il y a le N-Log, certes on est limité à 30 images par seconde dans le format PC, après on repasse à un crop plus élevé, mais on a quand même des choses qui sont vraiment intéressantes. À ce prix-là, c'est pratiquement imbattable. Certes, on a le ZV-E10 qui fait des choses quand même assez intéressantes, mais ça n'a pas de viseur, donc si vous êtes photographe aussi, ça sera beaucoup plus plaisant d'utiliser ce Z50 Mark II, et il y a un petit peu toutes les évolutions qu'on a vues sur tous les Nikon avant, donc si ça vous plaît, il n'y a pas de raison de bouder cet appareil photo. Après, bien évidemment, c'est pas non plus un appareil photo parfait, il n'y a pas la stab directement dessus, mais ça peut intéresser certaines personnes au final, hein, parce que on n'aura aucune chance d'avoir du wobbling. Alors chez Nikon, il n'y en a pas vraiment parce que la stab n'est pas vraiment très efficace, et leur système de clamp fait que même les capteurs stabilisés sont très très bien en mode sans stab, mais voilà. Donc l'appareil photo, en fait, il marche vraiment très très bien au niveau de sa niche et de la concurrence qu'il y a autour, aussi bien pour ce qu'il y a de chez Fujifilm ou ce qu'il y a de chez Canon. D'ailleurs, chez Canon, il n'y a pas vraiment quelque chose de très intéressant. On va voir peut-être le Canon R10. Si c'est le R50, son concurrent, le Z50 Mark II sera meilleur. Donc le R10, voilà, c'est le concurrent du R10, et lui n'a aucun log, et il a des capacités vidéo qui vont être assez limitées. Il a des ISO qui sont pas forcément très bien. Par exemple, on est limité à 12800 ISO en 4K. Voilà, c'est vraiment, comment dire ça, un appareil photo qui sera à la fois équivalent et pas équivalent. Il y a quand même l'écran orientable, il y a des choses quand même pas mal, il y a un vrai joystick dessus, mais voilà, il n'y a pas non plus toutes les molettes qu'on pourrait retrouver sur un Canon. Le viseur doit être équivalent, mais avec un nombre de nits ou de candela par mètre carré beaucoup plus faible. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a du choix maintenant chez Canon et chez Nikon pour un vrai appareil photo qui fait de la vidéo aussi, parce que pour moi le ZV-E10 est très intéressant. Mais en soi, c'est pas vraiment un appareil photo, et tout ce qui est à ce prix-là, autrement, il n'y a pas vraiment quelque chose de très intéressant, au final moderne, hein, à avoir avec le log 3 moderne. Hein, il n'y a que la 6700, mais il est beaucoup plus cher. Genre, il est 699 € plus cher, si je me souviens bien. Donc voilà, l'appareil marchera vraiment très très bien de ce côté-là. Il a tout ce qu'il faut, il a des connectiques modernes, il a l'USB-C, vous pourrez utiliser des batteries à power delivery, ça marchera très bien. Vous serez obligé d'acheter le chargeur séparément si vous le voulez, ce qui est un petit peu dommage. Après, les chargeurs tiers sont moins chers, et en utilisant de l'USB-C, vous pouvez charger une batterie sur le côté, sans que vous soyez dérangé par le fait de devoir mettre ça dans votre appareil photo, parce que c'est ça le problème d'acheter un appareil photo aujourd'hui, c'est de devoir se servir de son appareil photo pour charger. Trouvez-vous le moyen de trouver un bon chargeur de batterie. Les Patona modernes marchent plutôt bien, j'en avais testé un sur la chaîne qui était absolument pas bon, mais tout ce qui est moderne
avec une prise USB-C marche très bien, mais ça mettra le même temps, voire un petit peu plus de temps que dans le boîtier, mais vous avez juste le confort de ne pas avoir besoin d'avoir votre boîtier, donc vous pouvez vous en servir pendant qu'il y a une batterie qui charge, ou même deux, c'est ça qui va être intéressant, c'est les chargeurs dual, qui, quand vous chargez deux batteries, au final vous permet d'en utiliser une, de swapper et d'avoir des batteries qui sont à peu près chargées quand vous utilisez celle-ci. Donc après, à voir sur le terrain, puisque j'ai pas testé le boîtier, la batterie reste quand même assez petite, mais voilà, c'est un bon appareil photo qui regroupe les qualités de chez Nikon, à savoir son bon tracking 3D, son viseur qui est plus lumineux que les autres, donc vraiment une qualité. Et puis voilà, après il y a des avantages comme je vous l'ai déjà dit, comme le log et tout ça, le fait d'avoir quand même pas mal d'images par seconde dessus. Après il faudrait voir plus des tests pour voir si le nombre d'images par seconde 30, tout ça, normalement c'est pas en RAW, mais peut-être qu'on aura une bonne surprise. Et puis voilà, donc moi je vais te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à poser des questions si t'en as par rapport au boîtier. Et puis voilà, je vais te dire salut. Non, c'est pas là.